Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Votre radio, notre radio qui nous rassemble, Radio Grand Lac, radiograndlac.com. Soyez les bienvenus sur les programmes de nos ondes pour cette nouvelle émission qui commence aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre et bonjour Julien. Et bonjour Julien et bonjour à tous les auditeurs qui sont présents sur le territoire de Grand Lac et à travers la France pour cette nouvelle émission. Oui. C'est toujours un grand moment pour moi, une nouvelle émission qui s'inscrit sur une grille de programme. Et toujours une fierté, effectivement, d'enrichir qualitativement, parce que c'est le cas aujourd'hui. Et puis, comme beaucoup d'émissions, et comme la totalité des émissions de Radio Grand Lac, voilà, une nouvelle émission qui voit le jour. C'est toujours un grand moment. Alors, merci Julien de nous rejoindre dans cette formidable équipe de bénévoles de Radio Grand Lac. Merci Jean-Pierre, merci Sandra de me laisser l'opportunité de vous parler tous les mois. Voilà, il n'y a aucun problème. Merci à vous en tout cas. C'est un grand bonheur. Donc, on a quelques minutes là. Simplement, nous sommes une radio associative pour tous ceux qui nous écoutent, qui vous nous connaissez de plus en plus. Eh bien, nous allons dépasser les 20 émissions en direct par semaine. Je crois que c'est unique. Je pense Sandra. Que voilà, je peux pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel pour une radio associative, effectivement, d'avoir 20 émissions en direct, de programmer essentiellement entre midi et 14h et passer 18h le soir. Oui, c'est exceptionnel et on est très fiers de ça. Et puis on arrive à être fédérateur en faisant venir à nous, des bonnes volontés et des talents, chacun dans leur domaine. Radio Grand Lac, c'est une grande famille, on l'a encore vu hier soir. Et ce sont des animateurs bénévoles, il faut bien le dire, passionnés et passionnants. Et là, on va avoir donc dans quelques secondes un nouvel exemple avec cette émission que l'on a voulu vous proposer. Vous savez qu'on est très attaché à la culture et dans le domaine de la culture, il y a bien sûr l'histoire avec un grand H. Et je connais Julien et j'apprécie Julien depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un monsieur qui est rempli de qualité. Il est très dévoué vers son prochain, vers les autres. Il travaille dans les collectivités publiques où il est adoré. Ah merci, oulala. C'est merci quelqu'un. Jean-Pierre. Non, mais c'est quelqu'un. Il est tout rouge maintenant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de franchise, qui a beaucoup de bon sens, et ça manque un petit peu maintenant. Et j'aime bien chez lui, c'est qu'il est au service du public. Tout à fait. Il est premier adjoint dans la commune de Challes-les-Eaux où on va nous entendre. Il est délégué à la culture. Julien Donzel, et dans quelques minutes, il va commencer sa première émission. C'est une autre histoire. Donc, il vous donnera rendez-vous une fois par mois, le premier vendredi du mois de 12h30 à 13h30. Il nous proposera donc un événement, de relater un événement, un personnage qui est en lien, qui s'est déroulé avec le mois en question. Aujourd'hui, bien évidemment, à 2 jours du 5 mai, où on a célébré, on a commémoré, on sait plus trop ce qu'il faut dire, le 5 mai 1821 et le décès de l'empereur Napoléon Ier sur cette triste île de Sainte-Hélène. Dans quelques secondes, il va nous parler de l'exil de Sainte-Hélène, la dernière bataille de Napoléon. Mais avant, nous allons faire une petite pause musicale, mais chers amis, vous savez que l'histoire, comme le disait Konrad Adenauer, est le total des choses qui auraient pu être évitées. Julien nous en fera la démonstration dans quelques secondes. Une pause musicale et on se retrouve. C'est une autre histoire sur Radio Grand Lac. Écoutez, c'est les années 80 sur Radio Grand Lac. Ce sera même bien plus que les années 80 sur Radio Grand Lac. Nous sommes en direct et c'est tout de suite le début de cette nouvelle émission dédiée à l'histoire, une émission mensuelle. C'est une autre histoire. Aujourd'hui, l'exil de Sainte-Hélène, la dernière bataille de Napoléon. Mon cher Julien, monsieur Julien Donzel, tu as la parole. Eh bien, chers auditeurs, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci Jean-Pierre, merci Sandra de me laisser l'opportunité de m'adresser aux auditeurs de Radio Grand Lac pour cette première édition de cette émission Une autre histoire consacrée aux dernières années d'un homme dont le destin a changé, on va pas avoir peur des mots, le destin de la France et même de l'Europe du 19e siècle. On peut même dire la France du 21e siècle, tant les apports de Napoléon Bonaparte sont nombreux. Napoléon Bonaparte, tout le monde le connaît, il a été tour à tour caporal, général, premier consul, puis empereur des Français. Mais aujourd'hui, chers auditeurs, pas de description de bataille, pas d'explication sur ses nombreux apports politiques, architecturaux ou institutionnels, mais le récit de son dernier exil à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821. Alors pourquoi en parlons-nous-en aujourd'hui, me direz-vous ?
C'est très simple, car cette année 2021, nous commémorons le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène. C'était il y a 2 jours, le 5 mai 2021, et il s'est éteint, bien sûr, le 5 mai 1821. Diverses associations liées à la mémoire de l'épopée napoléonienne, elles se sont mobilisées, elles se sont donné rendez-vous partout en Europe, on peut même dire partout dans le monde, puisque Napoléon est le Français le plus connu dans le monde, pour organiser autant que possible, avec le contexte sanitaire que nous connaissons, que nous subissons, des colloques, des conférences et des expositions sur Napoléon Bonaparte, qui a été bien sûr premier consul de 1799 à 1804 et empereur des Français entre 1804 et 1815. D'ailleurs, une grande exposition est organisée ou sera organisée quand nous pourrons retourner dans les musées et les lieux culturels à Paris jusqu'au 14 septembre au Grand Palais et au Parc de la Villette. Et je crois même savoir que la ville d'Aix-les-Bains organise également un hommage. Du 3 juillet au 19 septembre, place Maurice Mollard, puisque Aix-les-Bains a une histoire commune avec Napoléon et la famille impériale. Merci pour cette précision. Et donc, bien sûr, cette période impériale a fait l'objet de tellement d'écrits, de films. On a tous en tête le film d'Abel Gance, les documentaires, dont un a même pour titre Napoléon, l'homme le plus connu après Jésus-Christ. Rien que cela, qui serait bien sûr inutile et fastidieux de tous les citer. Mais pour reprendre les mots de l'historien Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, et tiré de son ouvrage Nouvelle Histoire du Premier Empire, nous pouvons considérer que le Premier Empire est à voir selon 2 points de vue, certes liés, mais qui ne se confondent pas. L'ambition de Napoléon de créer un système hégémonique en Europe, d'une part, et son œuvre de stabilisation et de construction institutionnelle et sociale en France et hors de France, d'autre part. Napoléon, c'est en fait tout cela à la fois. Bien sûr, un politique ambitieux, évidemment un chef de guerre figurant parmi les plus grands tacticiens aux côtés d'Alexandre le Grand, d'Hannibal ou de Jules César. On se souvient tous des noms de ces campagnes et de ces batailles victorieuses, Austerlitz, Friedland, Iéna. Mais aussi, c'était un homme dont les dernières années d'exil ont fait l'objet d'une propagande et d'un héritage politique par, bien sûr, et pour le pouvoir monarchique dit de restauration. Il était important pour eux de s'inscrire dans les pas de leur illustre, on va dire, ancêtre politique. Mais commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Petit retour en arrière, 22 juin 1815, 4 jours après la défaite de Waterloo, la célèbre défaite mort de plaine, Napoléon... 18 juin, il y a 2 grandes dates, il y a une grande date en 1940, puis une date un petit peu moins importante, c'est 1815, et c'était le 18 juin aussi, la bataille de Waterloo. C'est ça, en Belgique. Et donc Napoléon, après son célèbre épisode des 100 jours, que l'on connaît aussi sous le nom du retour de l'aigle, signe sa seconde abdication au palais de l'Élysée en faveur de son fils, le roi de Rome, qui était alors âgé de seulement 5 ans. Bien sûr, jamais l'aiglon, comme on l'a appelé plus tard pour faire... Voilà, l'aiglon, donc la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, donc ne succédera jamais à l'empereur, et c'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui remontera sur le trône après avoir fui en Belgique pendant les 100 jours. La France, elle aborde donc la période de restauration monarchique, et la révolution entamée en 1789 connaît un épilogue éloigné des principes républicains. Quand on parle de restauration, c'est bien sûr la restauration monarchique avec le retour des rois. Et donc, Joseph Fouché, que l'on connaît pour être célèbre pour sa terrible répression de l'insurrection lyonnaise, il incite l'ex-empereur, dont il a été le ministre de la police, à se rendre au port de Rochefort pour ensuite peut-être prendre la mer en direction des États-Unis. C'est tout du moins la volonté de Napoléon. Mais les Anglais, qui forment un véritable blocus autour des côtes françaises, ne souhaitent pas que Napoléon leur échappe. Et ils considèrent que la Méditerranée, elle n'est pas idéale pour garder Napoléon à distance. Ils choisissent un lieu comme lieu d'exil, l'île de Sainte-Hélène, mais cela, bien sûr, Napoléon ne le sait pas encore. Le 16 juillet, Napoléon est à l'île d'Aix et il monte à bord du navire anglais, le Bellérophon, et il déclare «
je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois, et ajouta, le sort des armes m'amène chez mon plus cruel ennemi, l'anglais, mais je compte sur sa loyauté. Napoléon embarque donc à bord du Bellérophon, un navire de 78 canons, et direction l'Angleterre, jusqu'au 4 août, où il embarque depuis le port de Plymouth, dans le sud de l'Angleterre, sur un autre navire beaucoup plus adapté, le Northumberland, pour une traversée qui durera du 7 août au 15 octobre 1815, 67 longs jours d'une traversée de l'Atlantique. Imaginez-vous, nous sommes au début du 19e siècle. Et bien sûr, Napoléon, lorsqu'il apprend le choix des Anglais de l'exiler à Sainte-Hélène, il prend ça vraiment comme une trahison. Comme une trahison, tout à fait. Et il protesta vivement auprès des forces anglaises et il indiqua même que jamais un tel châtiment ne fut choisi pour un souverain. Ce qui est vrai. Tout à fait. Dans l'histoire, c'est tout à fait vrai. Et il pensa même un temps au suicide, c'est ce que l'on raconte, mais il est résigné et il déclare même à son secrétaire personnel « Il est difficile de quitter l'espérance et la gloire ». Napoléon, pour ce qui sera son dernier voyage, il a choisi des compagnons de route. Une petite cour, en fait, composée pour la plupart de militaires. Je vais les citer. Il y a Louis-Étienne Saint-Denis, dit le Mamelouk Ali, qui est le fidèle serviteur de l'empereur, vraiment un très très proche, qui était là dans chaque moment de la vie de l'empereur. Et des 4 évangélistes de Napoléon, pour reprendre les mots de l'historien Jean Tullard, le maréchal du palais Henri Gratien Bertrand, le général Charles Tristan de Montholon, dont l'épouse deviendra plus tard la maîtresse de Napoléon, le général Gaspard Gourgaud et Emmanuel de Lascaz, son secrétaire, qui aura une importance toute particulière. Nous le verrons tout à l'heure. Et bien sûr, il y a un médecin, donc le médecin Louis-Pierre Mingot. Lorsqu'il a appris le lieu des îles à Sainte-Hélène, il s'est désisté, il n'a pas voulu suivre l'empereur. Donc Napoléon a choisi un médecin irlandais, Barry O'Meara, choix que l'empereur ne regrettera pas du tout, comme nous le verrons dans quelques instants. Sur Sainte-Hélène, Napoléon, il peut bien sûr compter sur d'autres personnes, sur un garde du corps, un valet de chambre, un cuisinier. Avec les familles de ses fidèles, les domestiques, c'est environ une 50aine de personnes qui gravitent aux côtés de l'empereur. Et ça donne vraiment l'illusion d'une vie de cour, vraiment entre guillemets, dont le dernier symbole sont l'argenterie et la vaisselle officielle, qui sont un peu les vestiges d'une période et d'un faste révolu. Vaisselle que Napoléon a réussi à récupérer du palais des Tuileries. À leur arrivée, donc tout ce petit monde est logé dans ce qu'on appelle la demeure des Briards, qui était une propriété d'un certain William Balcombe, dont la jeune fille Betsy, qui était alors âgée de 14 ans, qui était espiègle et peu intimidée par Napoléon, elle servira d'interprète et il se liera d'amitié avec l'ancienne famille impériale. Un frère de l'empereur ira même la rencontrer en Angleterre en 1830 pour la remercier d'avoir épanoui l'empereur. Alors cette courte période de quelques semaines, elle est considérée comme la moins malheureuse de l'empereur à Sainte-Hélène. Ensuite, après l'achèvement de la construction, on va dire, de la prison dorée de Longwood, qui est une maison en hauteur prise au vent tout au long de l'année, les lieux sont très humides, l'humidité s'attaque aux vêtements, il y a même des rats, pour tout vous dire, les conditions ne sont pas vraiment... C'était infesté de rats. Oui, tout à fait. Et oui, et c'était vraiment le jeu de courir et de chasser les rats, parce que tellement il y en avait, parce qu'il fallait que les lieux soient quand même commodes pour l'empereur. Et bien sûr, l'arrivée du gouverneur Hudson Law en avril 1816, et bien sûr, la santé déclinante de l'empereur marquèrent le début de la fin de cette épopée à Sainte-Hélène. Alors Longwood, qui est en fait la maison, le domaine que les Anglais ont mis à disposition de Napoléon, est occupé dès le 10 décembre 1815, et c'est en fait une prison située sur une île-prison et gardée par moins de 2000 à 3000 Britanniques. Un dispositif à la hauteur de la réputation du prisonnier. Il faut bien vous imaginer Sainte-Hélène en ce début du 19e siècle, mais les lieux n'ont pas vraiment changé aujourd'hui. C'est vraiment un caillou perdu dans l'Atlantique Sud, à 7000 km de la France, avec un climat venteux, et bien sûr, à l'époque, peu, voire pas de place laissée au loisir, et n'offrant que des commodités très relatives. On est très très loin de la vie de château, hein. Même si Longwood fait 800 mètres carrés,
on est quand même loin en effet. Des Tuileries et du château du Louvre. Bref. Et de la Malmaison. Et de la Malmaison aussi, le petit cocon de Joséphine et de Napoléon Bonaparte. Tout est fait par les Anglais pour que le monde oublie, raye celui que les Anglais surnomment le perturbateur du Nouveau Monde. Napoléon, dont vous connaissez le tempérament impétueux et surtout la vie très mouvementée. C'est vraiment un destin exceptionnel, fils de bourgeois corse qui finit empereur des Français et puis maître de l'Europe et donc du monde, puisqu'à l'époque l'Europe c'était le monde. Il s'ennuie ferme sur cette île de Sainte-Hélène qui a une superficie d'à peine 122 km², qui est 2 fois plus petite que l'île de Malte, qui est elle-même la plus petite île de l'Union européenne. Les journées à Sainte-Hélène, il faut le dire, sont monotones, rythmées par les dîners et les promenades à cheval, au sein d'un périmètre restreint, et toujours sous la surveillance constante des Anglais, qui sont obsédés par des projets d'évasion. Hors de question pour les Anglais de subir l'affront de l'évasion de l'île d'Elbe. Et malgré tout, la cour très réduite, les quelques fidèles sont présents, alors il faut le dire, par amitié, par intérêt aussi, et bien sûr par peur des représailles de la part du nouveau régime monarchique. Certains ne voyaient pas d'un très bon œil le retour de Louis XVIII, d'autant plus que certains avaient servi le roi avant le retour de l'empereur, et donc ils avaient peur pour leur sécurité. Alors, peut-être une petite coupure là pour qu'on respire un petit peu. Il y en a qu'un qui s'en est tiré, c'est Talleyrand finalement, qui a servi Louis XVIII, Napoléon, puis Louis XVIII. C'est le seul qui s'en est tiré, qui n'a pas eu de représailles. C'est ça. D'ailleurs, il représentait la France au Congrès de Vienne. Au Congrès de Vienne en 1815. C'est ça. Lorsque les pays européens ont décidé du sort de la France et du nouveau partage de l'Europe, Napoléon l'appelait le vieux hibou. Voilà. Le vieux boiteux, parce qu'il avait un problème à la jambe. Ou un tas de dans un bas de soie. Voilà. Tout à fait. Et il a presque fait conclure le Congrès de Vienne juste en apportant des victuailles et en faisant manger tout le monde, en servant des repas pour signer les actes après. Et c'est comme ça qu'il a sauvé un petit peu la face de la France, malgré tout ce que Napoléon avait coûté. Tout à fait. Talleyrand, mais aussi un très grand destin, on pourra aussi en reparler. Oui. Donc malgré cette cour très réduite, donc Napoléon il met un point d'honneur à respecter ce que l'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire le protocole. Pour rencontrer l'empereur, il faut impérativement demander audience, y compris et surtout, j'ai envie de dire, pour les demandes d'entrevue qui émanent du gouverneur Hudson Law. Et côté loisirs, il n'y a pas grand-chose, jeu d'échecs, de cartes et écoute attentive du piano sont les quelques réjouissances offertes par les lieux. Tout à fait. On va peut-être faire une petite coupure musicale pour cette première partie. En tout cas, c'est passionnant. Julien, c'est une chronique historique que l'on veut une fois par mois. On se retrouve dans quelques petites minutes, juste ce temps d'une coupure musicale. On insère un petit peu tout ça dans nos cerveaux et on poursuit avec cet exil de Sainte-Hélène. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Oui, 92.1, très très prochainement, mais pour le moment, nous sommes toujours sur radiograndlac.com. 12h55, nous sommes en direct, 12h56, même à la seconde près. Et nous sommes avec Julien Donzel pour cette première émission de C'est une autre histoire. Je vous plante rapidement le décor. Nous sommes en fin d'année 1815, nous sommes sur ce rocher de l'Atlantique, nous sommes sur Sainte-Hélène et Julien est en train de nous dire que Napoléon était passionné de lecture. Il lisait des ouvrages, il a fait venir 600 ouvrages avec lui pour s'atteler à la rédaction de ses mémoires dans la salle de billard. Julien, on continue cette belle épopée napoléonienne. Merci à vous. Alors je vois que Jean-Pierre a bien potassé son sujet parce qu'effectivement, Napoléon est revenu de France, pas seul, on l'a vu, mais aussi il a pu faire venir une grosse bibliothèque. On connaît Napoléon pour la passion de Napoléon pour la lecture. Il a fait venir plusieurs centaines, on pense 600 ouvrages. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin pour la rédaction de ses mémoires. Vous imaginez bien que lorsqu'on a connu une vie comme la sienne, on n'a pas tous les détails en tête, et donc il fallait compiler bien sûr les informations. Et donc concernant les mémoires de Napoléon, qui est vraiment l'œuvre de Napoléon à Sainte-Hélène, donc il y a une confusion que l'on peut faire assez facilement, parce qu'il existe 2 types de mémoires. Il y a les mémoires officielles de Napoléon, qui sont intitulées « Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon Ier ». Et ces mémoires, elles retracent l'épopée napoléonienne
les campagnes de l'Empire, les décisions politiques. Et donc, pour les rédiger, ces mémoires, pendant des heures, Napoléon dicte, corrige, redicte, on va même dire recorrige, et redicte à ses compagnons Lascaz, Bertrand, Montholon et Gourgaud, après d'imposantes recherches en bibliothèque. Ces écrits officiels, si on peut dire, seront publiés partiellement à la mort de l'empereur entre 1823 et 1825, et entièrement à partir de 1847, puis ensuite en 1867 et 1870, sous le Second Empire de son neveu Napoléon III. Ces mémoires officielles, elles couvrent 3 périodes. Napoléon n'a pas eu le temps d'aller au-delà. Donc ces 3 périodes sont la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, l'île d'Elbe et les 100 jours. Et ces mémoires ont été rééditées en 2010-2011. Mais il y a aussi un autre texte, d'autres mémoires, si l'on peut dire, qui s'appelle le Mémorial de Sainte-Hélène. Très important. Qualifié par Jean Tullard, le célèbre historien spécialiste de Napoléon, qualifié de bréviaire du bonapartisme, et qui fut rédigé exclusivement par le secrétaire Lascaz. Ce mémorial de Sainte-Hélène, il contient des réflexions de l'empereur sur sa politique, ses campagnes militaires, et aussi, surtout, on peut dire, une critique acerbe de l'attitude des Anglais, mais surtout du gouverneur Hudson Lowe, qui lui vaudra d'ailleurs une confiscation de son manuscrit lorsque Lascaz est parti de l'île d'Elbe en 1816. Vous allez me dire qu'il n'est pas resté très longtemps. Lascaz, une fois qu'il a rédigé son manuscrit, a vite fait savoir avec son fils qu'il voulait retourner en France pour éditer son manuscrit. Et le manuscrit lui sera remis qu'à la mort de Napoléon en 1821. Lorsqu'il édite la première édition du Mémorial, ça connaît un succès littéraire très, très important, avec une traduction en 8 langues. Vous imaginez 8 langues pour l'époque, ce que ça peut être. On parlerait aujourd'hui d'un best-seller, et c'est surtout aussi un formidable ouvrage de propagande qui va nourrir le culte napoléonien tout au long du 19e siècle et une partie du 20e siècle. Il a d'ailleurs sa place depuis 1935 dans la Pléiade, et je vous invite à en prendre connaissance quand vous en aurez l'occasion. C'est un superbe ouvrage. Et voyant le succès dès 1821 du Mémorial de Sainte-Hélène, les autres compagnons d'exil, ils ont aussi publié des écrits sur les années de Sainte-Hélène. Alors là, c'est vraiment pas pour des fins historiques, mais c'est vraiment pour des fins économiques, puisque chaque compagnon en est allé de son écrit. Alors parfois, on a vraiment des écrits très sérieux, et puis parfois, on a juste des notes. Mais tout était bon, parce que il n'y a pas qu'aujourd'hui que le commerce autour de Napoléon était lucratif. À l'époque, déjà, l'épopée napoléonienne pouvait rapporter très gros. Mais revenons-en au quotidien de l'empereur. Donc entre les loisirs, qui étaient plutôt rares, et les innombrables séances d'écriture, on peut dire que le temps s'égrène lentement, même si Napoléon, il s'est trouvé une nouvelle passion, assez surprenante, le jardinage. Et c'est lui d'ailleurs qui façonnera les jardins de Longwood, que l'on peut encore voir aujourd'hui, suite à la recommandation de son médecin personnel, François Antomarchi, qui est arrivé à Sainte-Hélène en 1819, parce qu'il faut que l'empereur fasse de l'exercice physique. Pourquoi est-ce qu'il doit s'entretenir, me demanderez-vous? Tout simplement parce que Napoléon y prend de l'embonpoint et que sa santé, elle est vraiment déclinante. Et malheureusement pour Napoléon, celle-ci ne s'améliorera pas, bien au contraire. Alors quelles sont les causes de cette santé déclinante? Une maladie chronique à l'estomac, cancer ou ulcère. On sait que le père de Napoléon souffrait aussi de problèmes à l'estomac. Tout à fait. Mais aussi, il faut le dire, le médecin François Antomarchi, qui n'est pas du tout l'homme de la situation. Il se raconte même qu'il aurait acheté son doctorat de médecine à l'université de Pise, si j'ai bonne mémoire. Et cela, Napoléon, il va s'en rendre compte, mais vraiment très rapidement. Il aurait même déclaré « L'affaire ne sera donc que plus brève ». Je vous l'avais dit, Napoléon avait un médecin, un Irlandais, O'Meara, qui était bien plus compétent, mais il avait un inconvénient, c'était qu'il s'était pris d'amitié pour l'empereur et qu'il ne voulait absolument pas servir d'espion pour les Anglais et pour Hudson Lowe. Mais on va dire que O'Meara s'est vengé, puisqu'une fois arrivé en Angleterre, il alerta par écrit le gouvernement et la population sur le traitement infligé à l'empereur. Or, les lettres ont bien sûr été non suivies d'effet, puisque les conditions de détention
ne s'allégèrent pas, elles s'aggravèrent même. Mais par contre, on peut dire que les populations anglaises et même européennes ont pris fait et cause pour Napoléon Bonaparte et trouvaient vraiment indigne le traitement infligé à l'empereur. Il y a bien sûr un autre facteur aggravant, une dépression de l'empereur qui est éloigné de tout et de tous, y compris des membres de sa famille. Et on peut se mettre à la place de l'empereur quelques secondes, autrefois tant redouté, qui a dormi dans les plus beaux palais d'Europe, les Tuileries, Schönbrunn en Autriche, le palais de l'Escurial en Espagne, et qui se retrouve seul, maître d'une résidence inconfortable de 800 mètres carrés, 800 mètres carrés qui comprennent bien sûr les appartements de l'empereur, mais aussi les logements de tous ses proches. Du point de vue de sa vie personnelle, il ne reverra jamais son fils, le roi de Rome, qui lui est exilé à la cour du roi d'Autriche. Et ça a été aussi une grande déchirure pour Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, juste avant de mourir, il a demandé une peinture de son fils à côté de lui. C'est ça, une peinture et un buste. Il avait une représentation de son fils enfant, puisqu'il ne l'avait pas vu depuis son exil. Entre les années 1820 et 1821, les journées, elles sont rythmées avant tout par la santé de Napoléon, qui va, il faut le dire, de plus en plus mal. Et dès le mois de mars 1820, il ressent une douleur violente au ventre qui l'oblige à rester allongé tout au long de la journée, ou du moins la plupart du temps, quand il se lève, c'est pour prendre des bains, pour essayer de soulager la douleur. Il demande, comme Jean-Pierre l'a dit, à avoir face à lui un buste de son fils, qu'il fixe avec insistance. Et la fin approche. Le 15 avril 1821, il rédige difficilement son testament, dans lequel il lègue à son fils unique ses biens en Corse, pour une valeur que l'on estime à 50 000 francs, et divers objets à ses proches encore présents ou à ceux qui sont partis, comme une tabatière gravée du N impérial à son ancien médecin O'Meara. On peut dire qu'il regrette vraiment ce médecin par rapport au nouveau. Et ensuite, les jours suivants sont vraiment très difficiles pour Napoléon, qui reste pour la plupart du temps alité. Il va se lever péniblement le 1er mai, mais doit rapidement retourner se coucher à cause des douleurs à l'estomac qui sont vraiment atroces. Le 4 mai, on lui administre de la calomel, alors un remède bien pire que le mal, qui est composé en grande partie de mercure, dont chacun connaît bien sûr la nocivité pour l'organisme. Au cours de sa dernière nuit, Napoléon est dans un état de coma très avancé. Il n'a pas trouvé la force de prononcer, la force de prononcer seulement quelques mots. Tête, armée. D'autres nous disent qu'il a juste dit « mon fils ». Et le 5 mai, tous ses compagnons sont au chevet de Napoléon. Personne, bien sûr, ne croit à un miracle. L'empereur a bien maigri. Ils sentent tous que la fin est proche et tout le monde sait que cette journée sera la dernière journée d'un homme dont le destin a été incroyable. Et il expire le même jour, à 17h49, à l'âge seulement de 51 ans. Si d'ailleurs, un jour, vous avez la chance de vous rendre au château de la Malmaison, le petit nid d'amour de Napoléon et Joséphine, vous verrez encore l'horloge originale de Longwood qui a été rapportée en France en 1840 lors du retour des cendres. Et cette horloge, elle est encore arrêtée à 17h49, comme si le temps s'était suspendu, s'était arrêté. Le lendemain, le 6 mai, le gouverneur Law, qui a appris la nouvelle de la mort de l'empereur, se rend devant la dépouille du général et il prononça ces mots. « Eh bien, messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre et le mien aussi, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver qu'une profonde douleur et de profonds regrets. Les Français, bien sûr, au vu de la distance, n'apprirent la mort de leur ancien empereur que 2 mois plus tard. À l'époque, vous imaginez bien que les informations circulaient assez lentement, c'est le cas de le dire. Et pour la petite anecdote, les proches de Napoléon qui étaient restés en Europe ont compris que la santé était déclinante et ont demandé à un médecin de se rendre à Sainte-Hélène. Mais il s'avère qu'en fait, quand ils ont donné l'ordre, Napoléon était déjà mort. Donc les Anglais, il faut maintenant régler le problème, on va dire, de la sépulture de l'empereur. Donc les Anglais, ils refusent que son tombeau, qui est situé selon le choix de l'empereur dans une vallée au calme à côté d'un cours d'eau, que les locaux appellent le bol à punch du diable, ne porte la moindre inscription. Pourquoi ? Puisque les Anglais appelaient l'appelaient général Bonaparte, ou Bonaparte, et surtout pas empereur, et les Français, eux, bien sûr,
continuait à l'appeler Sire, Majesté, Empereur. Et donc, pour régler le problème, aucune inscription n'a été apposée sur la tombe de Napoléon Bonaparte. Et il faudra attendre 1840, soit 19 ans après la mort de Napoléon, pour que Napoléon repose à Paris, comme il l'avait exprimé dans son testament. « Je désire que mes cendres reposent au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Et ces mots sont inscrits aux Invalides, là où il repose actuellement, dans son cercueil, ou plutôt dans ses cercueils, puisqu'il y a 6 cercueils juxtaposés. Et d'ailleurs, ces cercueils font l'objet d'une campagne de restauration via une campagne participative. Aujourd'hui, Sainte-Hélène est toujours une possession du Royaume-Uni. La maison de Longwood, l'ultime demeure de l'empereur, et son ancien tombeau appartiennent à la France, sous la responsabilité du consul et conservateur des domaines français de Sainte-Hélène. Les Anglais voulaient, en lui choisissant un exil à l'autre bout du monde, effacer de notre mémoire l'épopée napoléonienne et qualifier l'empereur d'usurpateur ou d'ogre. C'est en fait tout le contraire qui se réalisa, car Napoléon a forgé de Sainte-Hélène sa propre légende. Mais cela, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cette présentation. Ne partez pas, ne nous quittez pas, parce que maintenant nous avons des questions à te poser. Donc on va se refaire une petite coupure musicale, une petite pause, le temps qu'on se remette aussi tout ça en tête. En tout cas, c'était passionnant. Merci. Tu as une voix qui passe très très bien, comme tu l'as dit, une certaine Marion que l'on salue, qui doit être bien fière de son Julien en ce moment. Je la salue aussi. Et on se fait une petite pause musicale. On se retrouve pour les questions et on va approfondir un petit peu cet exil de Sainte-Hélène. Merci pour votre écoute. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. 92 points. Très prochainement, les amis, dans quelques petites semaines, nous y serons dès qu'on a plus de nouvelles du CSA. On vous le dit, pour le moment, c'est toujours radiograndlac.com. L'émission, c'est une autre histoire. C'était une première et je crois que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître grâce à notre ami, notre nouvel animateur, Julien Donzel, qui nous fait l'amitié et l'honneur aussi, parce qu'on sait qu'il est très pris de par ses occupations politiques et professionnelles. Et ben, il trouvera du temps pour venir nous voir une fois par mois. Nous avons parlé de l'exil de Sainte-Hélène, la dernière bataille de Napoléon. Tu as été très bien. Tu nous as tout dit de manière simple, posée, calme. Et ce qui s'est passé de 1815 à 1821 pour ce terrible exil qu'a connu le maître de l'Europe et le maître du monde. Et là, il nous vient donc à l'idée quelques questions qu'on va te poser. Bien sûr, tu nous as parlé longuement, et c'est bien normal, du gouverneur anglais Hudson Lowe. Qu'est-ce qu'il est devenu après le décès de Napoléon, de son prisonnier? Eh bien, c'est très simple. Celui qui est resté dans l'histoire comme étant le geôlier de Napoléon, on peut dire qu'il a connu, à une échelle différente, le même sort que l'empereur, c'est-à-dire un exil à l'autre bout du monde, puisque les autorités anglaises l'ont nommé gouverneur de l'île du Ceylan, qui est l'actuel Sri Lanka. Vers les Indes, hein. C'est ça. Et il décéda en 1844 dans une quasi-pauvreté. Et on peut toujours s'interroger sur sa haine envers Napoléon. Alors, Hudson Lowe, c'était vraiment un militaire cadré, il ne dérogeait pas à la règle. Et il avait conscience que reposait sur ses épaules une énorme responsabilité, qu'il ne fallait surtout pas que l'empereur s'évade une nouvelle fois. Mais de toute façon, entre Napoléon et Hudson Lowe, c'était compliqué dès le départ, car dans sa carrière militaire, Hudson Lowe, il a commandé. Alors, il n'est pas vraiment célèbre pour avoir remporté des grandes batailles, bien au contraire, mais Napoléon le connaissait pour avoir commandé un régiment du Royal Corsican Ranger, qui était en fait un régiment de Corses émigrés qui ont pris les armes contre la France. Et vous imaginez bien que pour le natif d'Ajaccio, commander une troupe de Corses qui ont trahi la France, c'était quelque chose d'inimaginable. Donc dès le départ, de toute façon, les choses étaient compliquées entre les deux. Et Napoléon avait compris que le caractère d'Hudson Lowe pouvait le servir. Et en fait, en se faisant passer pour la victime du gouvernement anglais par l'intermédiaire d'Hudson Lowe, il allait pouvoir forger aussi sa légende. Mais ça, c'est encore... c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, voilà. Alors, oui, donc tu nous as parlé de cet exil, et c'est vrai qu'on a tous en tête l'île d'Elbe avant, entre la Corse et l'Italie. On a tous en tête Napoléon qui débarque à Antibes, qui s'échappe de l'île d'Elbe et qui débarque à Antibes.
Comment est-ce que tu peux expliquer, puisque nous sommes en Savoie, au bord du lac du Bourget, on n'est pas très loin de Grenoble, on a tous en tête la statue de Napoléon dans le pré de la rencontre vers les lacs de Laffray. Comment est-ce que tu peux expliquer cette victoire? Napoléon qui débarque à Antibes, qui est quasiment seul, qui arrive à Paris, qui reprend le pouvoir sans avoir tiré un seul coup de fusil, et que tous les troupes fidèles à Louis XVIII se mettent à genoux devant lui. Comment c'est possible? Alors c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire, puisqu'en fait on peut dire que c'est un coup d'État, puisque Napoléon, rentrant en France, renverse le régime de Louis XVIII. Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que Napoléon, quand il est à l'île d'Elbe, il se tient informé et il sait que le régime de Louis XVIII, il est particulièrement impopulaire. Et il attend son heure. Et puis aussi, pourquoi est-ce que Napoléon quitte l'île d'Elbe? Tout simplement parce que le roi de France ne tient pas sa promesse, puisqu'il devait lui verser une rente annuelle, rente qu'il n'a jamais versée. Et donc, Napoléon, ayant aussi des besoins financiers assez importants, vous imaginez, parce qu'il était empereur de l'île d'Elbe, n'a jamais pardonné ça à Louis XVIII et donc a décidé de rentrer. Il se tenait aussi bien sûr informé et voyait que les choses n'évoluaient pas, et bien sûr la France était au congrès de Vienne avec les pays européens pour dépecer l'ancien empire français, et il s'est dit qu'il fallait tenter sa chance. De toute façon, Napoléon a été quelqu'un qui était toujours en mouvement. Pour lui, être seul et immobile, c'était impossible. Et je pense que on dit que Napoléon était un joueur d'échecs, mais pour moi, je pense que c'était surtout un joueur de poker. Et comme il l'a fait à de nombreuses reprises, il avait la chance avec lui, et il s'est dit qu'il allait être un peu porté par les événements. Et il faut dire aussi que lorsqu'il rencontre des soldats, quand il remonte, on connaît tous la route Napoléon, quand il arrive au col de Laffray, il a face à lui des gens, des soldats, des officiers qui ont servi sous Napoléon et qui ont aussi connu des heures très glorieuses. Enfin, et donc, aucun n'a pris la responsabilité. Austerlitz, c'est encore dans les mémoires. Et quand Napoléon se dresse devant les troupes et demande de... C'est un coup de poker, c'est pareil, il y va. Soldat, il montre sa poitrine, soldat, tirez sur votre empereur, et bien sûr aucun ne prend la responsabilité de tirer, et tout le monde crie vive l'empereur, car à l'époque, vive l'empereur, vive la République, vive la nation, c'était la même chose en fait. Et Napoléon personnifiait très bien tout cela, puisqu'il était le continuateur de la Révolution française. Et donc vous imaginez que pour des soldats... Il a mis un terme. Voilà, il a mis un terme. C'est ça. Donc vous imaginez que pour des personnes, des soldats qui ont été bercés avec la légende napoléonienne, aucun n'allait prendre la responsabilité de tirer et donc d'abattre ou de blesser l'empereur Napoléon. Et donc la remontée s'est faite, on va dire, tranquillement jusqu'à Paris. Et après, on connaît l'épisode jusqu'à Waterloo. Voilà, les 100 jours qui se terminent dans le salon d'argent du palais de l'Élysée. Voilà, où il signe son abdication, sa dernière abdication. L'abdication qui est encore... Oui, tout à fait. Qui est encore là, qui est sur le bureau dans le salon. Alors le salon d'argent, on fait juste une petite aparté, qui aura aussi un autre grand moment historique quelques décennies plus tard, puisque c'est là que le président Félix Faure laissera son dernier souffle dans des circonstances un peu plus épiques et érotiques. Un peu troubles. Tout à fait. Comme quoi, ce salon d'argent est maintenant c'est le bureau de la première dame de France, le salon d'argent. Hudson Lowe, donc on sait donc qu'il a fini à Ceylan. Et que sont devenus les autres compagnons d'exil de Napoléon, cher Julien? Alors, Lascaz, comme on l'a dit, il est parti dès 1816, le temps de finir la rédaction de son mémorial. Le médecin irlandais O'Meara, il est resté auprès de l'empereur que jusqu'en 1818. On peut dire que l'empereur Hudson Lowe n'était pas un farouche copain de O'Meara, et donc dès qu'il a pu, il l'a fait partir. Le maréchal du palais Bertrand, il est resté aux côtés de Napoléon jusqu'à sa mort. Alors, faut dire qu'il a été condamné à mort par Louis XVIII, donc ça l'a pas forcément incité à rentrer très vite. Et il a été nommé par la suite gouverneur de Martinique. D'accord. Et il a visité les États-Unis, pays où il pensait au départ se rendre aux États-Unis avec l'empereur, mais à la fin de sa vie, il visita les États-Unis. Nul doute que l'empereur l'a accompagné dans ses pensées. Ouais, tout à fait. Gourgaud, il quitte Sainte-Hélène en 1818. Alors, faut dire qu'il y avait des grandes rivalités. Faut vous imaginer, tout le monde habitait dans un espace assez étroit. Et donc, Gourgaud, il est parti en 1818. Il se rend en Angleterre et il rédige un rapport détaillé sur les conditions de détention de l'empereur. Montolo, le général Montolo, il est resté avec l'empereur jusqu'à sa mort.
Alors, il faut dire que lui, il avait un intérêt, c'est parce que sa femme, Albine, elle servait de maîtresse officielle à Napoléon à Sainte-Hélène. Et donc, pour avoir, entre guillemets, bien sûr, laissé sa femme à l'empereur, il fut bien remercié puisque Napoléon lui légua à sa mort la somme de 2 millions de francs. Et Montelon a aussi un destin assez incroyable puisqu'il a suivi le neveu de Napoléon III lors de son exil au fort de Ham. Et c'est le seul personnage de l'histoire de France à avoir suivi 2 empereurs ou 2 futurs empereurs durant leur exil. Et ensuite, donc, Louis-Étienne Saint-Denis, qu'on appelle le Mamelouk Ali, donc lui, il resta fidèle à l'empereur durant les 6 années à Sainte-Hélène. De toute façon, il est resté fidèle à l'empereur toute sa vie. Et pour sa fidélité, Napoléon lui légua une somme substantielle et Napoléon le décora même des insignes de la Légion d'honneur. Et le valet de chambre marchand, il demeura lui aussi aux côtés de l'empereur. Et la légende veut que, sur son lit de mort, Napoléon l'éleva au titre de comte. D'accord, donc voilà les fidèles, le dernier carré de fidèles qui étaient récompensés, qui ont mené ensuite leur vie après ces heures exceptionnelles qu'ils ont vécues à Sainte-Hélène. Tu nous parlais de la Légion d'honneur. Oui. Alors quand on va à Paris, qu'on est quai d'Orsay, on va voir bien sûr le musée de la Légion d'honneur. Je vous le conseille, c'est gratuit et c'est magnifique. Pourquoi est-ce que Napoléon a créé cette Légion d'honneur ? Alors, c'était vraiment pour récompenser... Alors, à l'époque, la Révolution, elle abolit toutes les distinctions pour pas faire de différence entre les citoyens. C'était quelque chose qui était très royal au départ, les distinctions. On remettait des titres de comte, etc. C'est la nuit du 4 au 5 août 1789. Voilà, l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges. Il n'y a plus de distinction. Mais Napoléon souhaite quand même remercier les Français méritants en instaurant la Légion d'honneur. Alors, pas seulement pour des militaires, bien sûr, les militaires l'avaient quand ils méritaient sur le champ de bataille, mais aussi, et avant tout, j'ai envie de dire, ça, c'était des savants, les personnes qui ont accompagné Napoléon en Égypte ont été décorés de la Légion d'honneur. Oui. Enfin, c'était vraiment pour... c'était une reconnaissance de la nation. C'était une chevalerie un peu. Une chevalerie, voilà, c'est ça. Autour de ce que De Gaulle fera avec l'ordre de la libération. De la libération, et Napoléon a instauré la Légion d'honneur que l'on connaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est alors maintenant un peu banalisée, parce qu'on voit, il y a des grandes listes de personnes qui sont récipiendaires de la Légion d'honneur, mais à l'époque, c'était vraiment un honneur, c'était vraiment un groupe restreint de personnes, et les personnes méritantes pouvaient bénéficier de la Légion d'honneur. Et pour tout vous dire, un soldat, dont j'ai perdu le nom, après une bataille remportée par l'empereur, a été remarqué par Napoléon, qui lui a remis sa propre Légion d'honneur. Et donc, il en a retiré une fierté incroyable. Vous imaginez recevoir la propre médaille de l'empereur. Enfin, c'était vraiment... et aussi, ça permettait aussi pour l'empereur de valoriser le travail et les actes de bravoure des Français. Mais ça permettait aussi aux Français qui recevaient la Légion d'honneur d'être en quelque sorte redevable auprès de l'empereur qui donnait des médailles au cours de cérémonies fastueuses. Enfin, c'était vraiment... L'empereur était très proche de ses soldats. Oui, tout à fait. Soldats, je suis fier de vous. Du haut de ces pyramides 40 siècles vous contemple. Il leur parlait. Il marchait avec eux en campagne lorsque les troupes françaises font les 1700 km entre Boulogne et Austerlitz. Alors bien sûr, il avait une voiture particulière. Alors une voiture, pas avec le sens moderne, mais c'est la voiture de l'époque. Bien sûr. Aménagée en bureau. Tirée par des chevaux. Voilà. Et parfois, il s'arrêtait et il marchait avec les hommes. Il buvait leur eau. Vous voyez, il voulait pas que ce soit servi dans le service en cristal. Il faisait un bout de chemin avec eux. Et ça permettait de remonter le moral des troupes. Et ça lui permettait aussi de s'adresser directement à eux, parce qu'il connaissait... Bien sûr, pas tous les. Vous imaginez, il peut pas connaître les 250 000 hommes de la Grande Armée, mais parfois, quand il reconnaissait quelqu'un, il demandait des nouvelles de la famille. Est-ce que la maman de un tel habitait toujours la place des Vosges ? Voilà, c'est des choses qui sont revenues, et ça permettait bien sûr de forger de la légende, bien sûr. Et il était très proche de ses soldats après aussi, parce que parfois il dépêchait son médecin personnel pour soigner les blessés. Et aussi avant, on sait que la veille de la bataille d'Austerlitz, il a fêté, comme il l'a dit. Il a passé la plus belle soirée de sa vie, puisqu'il était au milieu de ses hommes et qu'il l'idolâtrait, quoi. Voilà. Alors, avant de passer sur 2 autres questions importantes, il est 13h24, on a encore quelques petites minutes dans C'est une autre histoire, animée par Julien Donzel. Donc là, c'est vraiment de la culture, c'est de l'histoire, et avec Radio Grand Lac, on veut amener cette culture, cette histoire au plus proche de notre territoire, au plus proche de vous toutes et tous.
Et pourquoi la Légion d'honneur est rouge, Julien ? Alors là, tu me poses une colle. C'est vrai. Ouais. Parce que Napoléon s'est tout simplement inspiré du rouge des pétales de géranium du château de Schönbrunn. Ah oui, alors quand il a vécu à Schönbrunn, il s'est inspiré du rouge des pétales de géranium. Question, comment peut-on se rendre sur Sainte-Hélène aujourd'hui, s'il y en a, parce qu'on peut visiter, il y a une émission il y a quelques jours sur France 2 ou sur France 3, donc Sainte-Hélène, et on peut visiter la maison où a vécu Napoléon. Comment peut-on se rendre actuellement si on veut y aller ? Oui, alors en fait la traversée en 1815, elle n'était pas aisée, et aujourd'hui c'est pas aisé non plus. Donc il y a deux solutions. Alors la première, c'est de prendre l'avion. Depuis peu, un aéroport a été construit à Jamestown, qui est la capitale de Sainte-Hélène. Le problème, c'est que l'aéroport est en proie au vent de travers et ça rend les atterrissages assez compliqués, mais il y a quand même quelques liaisons qui se font depuis le Cap ou Johannesburg. Et on peut aussi, alors avant, il y avait le HMS Sainte-Helena qui faisait une traversée qui partait d'Europe, qui descendait et qui remontait. Et il y a aussi une liaison plus ou moins régulière d'un bateau qui part du Cap et pendant 4 jours et 5 nuits, on fait la traversée, on se rend à Sainte-Hélène et on peut bien sûr visiter les lieux de mémoire, Longwood, bien sûr, le tombeau, et puis se rendre aussi dans l'ancienne maison du gouverneur. Hudson Lowe, voilà, bien sûr. Mais c'est vraiment... ça doit être passionnant. Donc, j'espère y aller un jour. Ah, mais je te le souhaite. C'est donc un petit rocher qui est dans l'Atlantique Sud, à mi-chemin un peu entre le Brésil et l'Afrique. C'est ça, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenue l'impératrice Marie-Louise ? Marie-Louise d'Autriche, qui était la femme de l'empereur d'Autriche, elle a vécu à la cour d'Autriche, auprès donc de son fils, donc Napoléon II, l'Aiglon. Pour la petite histoire, donc Napoléon II a eu un destin un peu particulier puisqu'il est décédé à l'âge de 21 ans. Oui. Il n'a pas régné, bien sûr. Il était en exil auprès de sa maman. Et il est mort de la tuberculose très jeune. Et il aurait déclaré quand sa fin arrivait, on va retenir de moi que 2 jours, le jour de ma naissance et le jour de ma mort. Et c'est tellement il a eu un destin particulier parce qu'en fait, il a toujours été dans l'ombre de son papa. De son père. Alors, tu me parles Marie-Louise d'Autriche était adorée par Napoléon. C'était sa deuxième épouse. Et il la réclamait quand il était à l'île d'Elbe. Elle n'est jamais venue, bien sûr. Il ne voulait pas. L'empereur d'Autriche ne voulait pas que sa fille le rejoigne. Mais il l'a vraiment aimé à la mère de son fils, quoi. Toujours eu un amour exceptionnel pour Joséphine. Et puis, bien sûr, l'amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, qui était la femme de sa vie, qu'il a dû répudier parce qu'elle ne pouvait plus lui donner d'enfants. Il ne pouvait plus perpétuer la dynastie impériale, mais c'était l'amour de sa vie. Alors, Marie-Louise d'Autriche, c'était la mère de son fils légitime. Bien sûr. Voilà. Et après, il a eu d'autres conquêtes, d'autres enfants, entre guillemets, bâtards. Mais... Et puis, Joséphine a une fille, Hortense, qui a donné son nom à l'hôpital à Aix-les-Bains, l'hôpital de la reine Hortense. C'est Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine, qui venait prendre les os en cure à Aix-les-Bains, comme d'autres membres de la famille impériale, Pauline, Caroline, etc. Il nous reste peu de temps, mais la question que tout le monde se pose, et je pense, voilà, tout le monde va dire, est-ce qu'il va oser lui poser la question ? Ben oui, je vais oser te poser la question, puisqu'on parlait de l'Aiglon, et c'est vrai que quand on va aux Invalides, on a encore vu le président de la République qui était avant-hier. J'adore, moi, comme le général de Gaulle l'écrivait dans ses mémoires de guerre, que tout jeune, rien ne lui faisait plus de plaisir que de voir le soleil couchant sur le dôme des Invalides. Et j'aime aller aux Invalides, et quand on rentre, avant de voir le tombeau de Napoléon, on a bien sûr celui de Foch, porté par les poilus de 14-8, on a celui de Turenne et on a celui de l'Aiglon. Mais on a bien sûr ce tombeau de Napoléon. La question... Et le corps le corps est allé chercher et donc a été récupéré sur ordre de Louis-Philippe, qui n'était pas roi de France mais roi des Français. Et donc il a envoyé son fils, le prince de Joinville, avec le navire La Belle Poule. Est-ce qu'on a ramené les cendres de Napoléon? Est-ce que les cendres de Napoléon seraient à Westminster, d'après toi? Alors moi je pense que oui, c'est bien. Alors c'est pas je pense, j'espère bien sûr que c'est bien Napoléon qui est aux Invalides, mais c'est vrai que là tu mets le doigt sur une question qui fait débat et qui date en fait du premier bicentenaire, je crois,
de la naissance de Napoléon en 1969 d'un homme qui s'appelle Georges Rétif de la Bretonne. J'essaie de vous dire ça de tête, donc vous m'excuserez s'il y a quelques imprécisions. Tu t'excuser. Qui a fait un livre, Anglais, rendez-nous Napoléon. Parce que selon lui, donc le corps de l'empereur, c'est pas celui qui repose aux invalides. Et il a écrit une thèse qui s'appuie sur des différences, des incohérences entre les écrits que l'on avait quand Napoléon a été mis au tombeau et des écrits et des témoignages quand on a ouvert le tombeau en 1840. Notamment les médailles qui n'étaient pas du bon côté. Les médailles qui n'étaient pas du bon côté, le nombre de cercueils. Alors, on a dit qu'on avait 3 cercueils quand on l'a enterré. Et quand les chaussures aussi. Il y en avait 4. Voilà. Et par contre, c'est vrai que les proches de Napoléon qui sont revenus en 1840 pour l'exhumation du corps, quand ils ont ouvert le tombeau, Napoléon était très bien conservé et il n'y en a aucun qui a crié au scandale. Donc c'est une question. On a fait ça de nuit, les Anglais ne voulaient pas de lumière. Hein. Et donc voilà, ce serait tellement beau que ce soit lui, mais ce serait pas étonnant que, je crois, le roi Georges IV d'Angleterre entre 1820 et 1825, en tout cas c'est ce que nous dit Georges Rétif de la Bretonne, qui était vraiment un grand fervent partisan et fan de Napoléon, et demandait à l'exhumer pour qu'il soit à Westminster. Mais c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, voilà. Ça fait partie des controverses comme la mort de Napoléon. Enfin, voilà, Napoléon repose au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé. Écoute, Julien, merci pour cette première édition. Merci à vous. C'est une autre histoire. J'espère que vous avez tous aimé. On se retrouve le 4 juin. Et alors là, tu vas nous parler de la campagne de France, un sujet un peu moins glorieux pour nous. La campagne de France de 1940. Alors, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit mot vite fait pour nous présenter cette prochaine émission? Bien sûr. Donc le 4 juin, donc à 12h30, je serai là pour évoquer donc la campagne de France, celle de 1940, que l'historien Marc Bloch qualifiait d'étrange défaite. En gros, on essaiera de voir est-ce que c'est une victoire des Allemands ou une défaite des Français, et comment ce qui était ou ni l'un ni l'autre, ou les deux, voilà. Comment l'armée française, qui était considérée comme la plus puissante armée du monde, s'est effondrée comme ça en quelques semaines. Et donc nous verrons cela puisque nous serons au mois de juin et on va dire malheureusement anniversaire de cette défaite qui est la plus grosse défaite subie et qui fait sortir un peu la France du cancer des nations, un peu qui perd de sa grandeur et tout à fait. Et puis ensuite, on sait que s'en suivra le régime de Vichy, etc. Et elle retrouvera donc toute sa place le 8 mai 1945. Et le 8 mai, c'est demain. On va fêter le 60e anniversaire grâce à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Donc, et puis à la victoire du 8 mai où la France reprendra toute sa place dans le cercle des alliés et des vainqueurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Rendez-vous le 4 juin 2021, midi et demi à 13h30 pour cette émission dédiée à l'histoire de France et sans doute aussi à l'histoire de la Savoie prochainement avec Julien Donzel. Merci Julien. Merci à vous. Merci Sandra. Merci Jean-Pierre. Bon retour à la Motte Servolex. Merci. Cette commune qui est amie avec cette ville qui est amie avec Radio Grand Lac et puis également à Challes-les-Eaux. Ils ont beaucoup de chance d'avoir un adjoint à la culture de ta qualité. Merci à bientôt beaucoup. Et on poursuit les programmes de Radio Grand Lac. Juste un petit mot, on se retrouve ce soir, je crois, l'ami Lolo pour Music by Lolo de 19h à 20h30. On retrouvera demain soir, bien sûr, 120 minutes actu, notre équipe de jeunes. Alors, écoutez bien le samedi soir parce que pas demain, mais la semaine prochaine, une grosse surprise avant 120 minutes actu. Une nouvelle émission encore, on vous en dit pas plus. On vous annoncera ça la semaine prochaine. Mais comme on dit dans notre patois, ça va envoyer du lourd. Et puis, bien sûr, dimanche matin, je vous retrouverai en direct personnellement pour l'accordéon, c'est ma passion, de 10h à 11h. J'aurai bien sûr ma complice et amie Sandra qui sera à mes côtés. Sandra que l'on remercie pour sa place à la technique aujourd'hui, puis pour la place énorme qu'elle tient avec merveille et talent dans tout notre dispositif de Radio Grand Lac. Bon après-midi à toutes et à tous et à très vite sur radiograndlac.com, bientôt 92 points.